Dans cette seconde vidéo, nous allons traiter du potentiel d'action. Donc dans un premier temps, il faut commencer par parler du potentiel de repos. Donc au repos, c'est-à-dire quand il n'y a pas de message qui passe, donc on a notre axone qui est représenté ici par une partie jaune pâle, et on va s'intéresser à deux types d'ions, donc l'ion potassium, qui est plus, et l'ion sodium, Na+. Alors regardez la disposition, on va avoir une concentration importante d'ion sodium à l'extérieur de l'axone, par contre une concentration importante d'ion potassium à l'intérieur de l'axone. Donc ces différentiels de concentration, vous les avez de part et d'autre. Donc quand on regarde ça, on se dit bah tiens, il n'y a pas de différence, c'est-à-dire que c'est que des ions qui sont des cations, qui sont chargés plus tous les deux. En réalité, la différence on va dire de charge entre l'intérieur et l'extérieur est due à d'autres ions qui ne peuvent transiter, eux, contrairement à nos deux ions sodium et potassium, qui sont par exemple des ions Cl- et d'autres anions, qui sont à l'intérieur de l'axone. On va voir également régulièrement sur toute la membrane de l'axone des canaux spécifiques qui ne laissent passer qu'un type d'ion. Donc soit des canaux sodium, donc qui sont en jaune ici, soit des canaux potassium que j'ai représentés en rouge-orangé. Puisque voilà, mon ion potassium est un petit losange rouge-orangé et mon ion sodium un petit rond jaune. Il se trouve que régulièrement, regardez, les canaux potassium ne sont pas tout à fait bien fermés, peuvent laisser passer effectivement des ions potassium, ce qui fait qu'on n'aura pas un équilibre vraiment très net, dans le sens où on a toujours voilà, un petit peu moins d'ions de cations à l'intérieur qu'à l'extérieur, ce qui va d'ailleurs donner du boulot à un élément très important qu'on a régulièrement tout au long de l'axone, qui est la pompe sodium-potassium, c'est-à-dire que c'est une structure qui va rétablir la concentration initiale, c'est-à-dire les ions potassium à l'intérieur et les ions sodium à l'extérieur. Bon, évidemment, c'est pas gratuit cette histoire-là, c'est-à-dire que ça va nécessiter de l'énergie sous forme d'ATP. Donc comme on a à la fois des anions à l'intérieur et des ions en plus potassium qui s'en vont régulièrement, même s'ils sont rattrapés par la patrouille, si je puis dire, et surtout par la pompe potassium-sodium, on va avoir l'intérieur de notre axone qui va être chargé négativement, tandis que l'extérieur va être chargé positivement. Et cette différence de charge, c'est ça qu'on appelle le potentiel de repos. Ce potentiel de repos, il est de moins 70 millivolts. Ça, c'est une constante. Tous les neurones au repos, sans qu'on parle de potentiel d'action, ont voilà, cette différence de charge entre l'extérieur et l'intérieur de moins 70 millivolts. On peut le mesurer grâce à des microélectrodes qu'on positionne juste à l'extérieur de l'axone et l'autre à l'intérieur pour voir justement ce différentiel. Et donc, c'est quelque chose qui se voit à l'oscilloscope. Donc voilà, moins 70 millivolts pour le potentiel de repos. Que se passe-t-il quand on a un potentiel d'action, c'est-à-dire qu'on a un message qui transite au travers de cet axone? Donc voilà ce qu'on observe sur l'oscilloscope, c'est-à-dire qu'on va avoir une espèce de signal, comme ça, qui va correspondre à plusieurs éléments. Donc au départ, on a notre potentiel de repos à moins 70 millivolts. Voilà. Et puis, quand un message arrive à proximité de la zone qu'on observe sur l'axone, on va avoir une ouverture des canaux sodium, uniquement des canaux sodium. Donc, les ions sodium vont commencer à rentrer, puisque je vous rappelle qu'ils sont très importants, en très grande quantité à l'extérieur. Ils vont commencer à rentrer, et du coup, ils vont commencer à rendre de moins en moins négatif l'intérieur. On va avoir un début de dépolarisation. Voilà. Et si cette dépolarisation franchit la barre symbolique, enfin pas que symbolique d'ailleurs, biologique, des moins 50 millivolts, à ce moment-là, tous les canaux autour s'ouvrent massivement et tous les ions sodium rentrent massivement.
Et dans ce cas-là, on a une réelle dépolarisation qui a atteint la valeur de plus 30 millivolts. À cet instant, du coup, on se retrouve avec l'intérieur de l'axone qui est chargé positivement et l'extérieur qui, du coup, est chargé négativement. Tous les ions sodium qui étaient à l'extérieur, qui rendaient la charge positive, sont passés à l'intérieur. Donc l'intérieur est positif, l'extérieur est négatif. À la suite de ça, et immédiatement, puisque c'est de l'ordre de la milliseconde, on va avoir les canaux potassium, cette fois, qui vont s'ouvrir. Et de ce fait, tous les ions potassium, qui sont en très grande concentration à l'intérieur, mais très faibles à l'extérieur, vont sortir massivement. On va avoir, de ce fait, une charge qui va de nouveau s'inverser, c'est-à-dire on va retrouver quelque chose de négatif à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle la repolarisation. Et d'ailleurs, ces canaux mettent longtemps à se fermer. On avait vu qu'ils n'étaient pas tout à fait efficaces, ils laissent en permanence s'échapper des ions potassium, même au repos. Et donc là, ce qui va se passer, c'est que on va en laisser échapper un peu trop, et donc on va avoir ce qu'on appelle une hyper-repolarisation, qui est de l'ordre de moins 80 millivolts, mais qui rapidement va retrouver son état initial de moins 70 millivolts, parce qu'on a l'élément clé qui se met tout de suite en route à la suite de ce potentiel d'action, presque terminé, c'est la fameuse pompe Na+K+, qui va permettre de réinstaurer les différentes concentrations initiales, à savoir beaucoup d'ions potassium à l'intérieur et beaucoup d'ions sodium à l'extérieur. Et on a retrouvé notre potentiel de repos de moins 70 millivolts. Le message d'après peut arriver. Concrètement, comment ça se passe le long de notre axone? Donc, on retrouve ici potentiel de repos, charge moins à l'intérieur, charge plus à l'extérieur. Au moment où le potentiel d'action arrive, évidemment, on a un changement de ces charges, mais qui est très temporaire, puisque la pompe Na+K+ intervient juste derrière. Et ce potentiel d'action va circuler, temps très court évidemment, le long de notre axone, inversant de manière tout à fait temporaire les charges de part et d'autre de la membrane de l'axone. Voilà, et jusqu'au bout de l'axone, évidemment. Il n'y a pas de perte de potentiel d'action le long de l'axone. Là, un autre potentiel d'action pourrait tout à fait arriver. Donc si on fait un petit bilan de ce potentiel d'action, donc évidemment il est de nature électrique, puisqu'on a vu qu'on parlait de charge ionique de part et d'autre de la membrane de l'axone. Il nécessite de l'énergie sous forme d'ATP, puisque pour rétablir tout simplement les concentrations sodium et potassium de l'axone, il faut évidemment cette pompe. On a une circulation en sens unique, qui est le long de l'axone, du corps cellulaire vers l'arborisation terminale. C'est toujours dans ce sens-là. Enfin, un potentiel d'action, c'est toujours donc cette fameuse dépolarisation suivie de la repolarisation. Et c'est toujours à amplitude constante, c'est-à-dire ça va toujours de moins 70 millivolts à plus 30 millivolts, en passant par moins 80 millivolts pour l'hyperrepolarisation et moins 70 millivolts. Donc cette amplitude, elle est toujours constante. Ça, c'est quelque chose qui est inchangeable, invariable. Par contre, ce qui peut être variable, c'est la fréquence de ces potentiels d'action. C'est-à-dire qu'on peut avoir un potentiel d'action, et puis on peut en avoir plusieurs à la suite, c'est-à-dire ce qu'on appelle un train de potentiel d'action. Et c'est d'ailleurs ce dont va se servir le système nerveux pour donner plus ou moins d'importance à un message. Voilà. Donc, on se rappelle, amplitude toujours la même sur un potentiel d'action. Par contre, fréquence variable.